Yo, Baka Yalo Kono Yalo, et oui, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. On va suivre une formation proposée par YouTube, donc seulement les VIP sont invités pour suivre cette formation. Il y a une communauté qui est en train de se créer par rapport aux différents YouTubeurs. On sait très bien que seuls les YouTubeurs qui ont plus de 10 000 abonnés sont invités à ces événements spéciaux, et j'en fais partie. Donc voilà, je suis un Chichibukai, voilà, je suis considéré comme Vista, tchac tchac tchac. Il y aura plein de Mihawk avec qui on pourra rivaliser, mais bref, YouTube propose vraiment des formations spéciales pour nous. Donc là, on va y assister. Vous verrez en direct si ces formations peuvent vous être utiles ou pas. Parce que voilà, je partage. Je me dis que s'il y a des gens qui veulent se lancer sur YouTube, eh ben, ils pourront certainement apprendre pas mal de choses par rapport à cette formation. Donc il y en a plusieurs. Là, je suis en train de faire une réaction par rapport à une seule d'entre elles. Donc il s'agit de, par rapport aux vidéos longues, comment faire en sorte que ça marche. Quelle est la stratégie des vidéos longues? Il y a pas mal de petites formations en plus derrière. Mais voilà, je tombe sur cette formation-ci. Petite React, en plus il y a pas mal de créateurs de contenu qui vont être là, donc les amis c'est parti, je vous diffuse ça en direct, et puis c'est parti, hein. Donc attendez, alors effectivement il faut que je configure le son, mais c'est vrai que on va y assister tous ensemble, voilà. Donc communauté YouTube des créateurs, je vais mettre mon casque histoire que le son soit bien, que vous entendez bien. Je vais faire quelques petits réglages avant que ça ne commence. Hop, hop, hop. Ouais, on va voir si ça se passe très bien. On va rafraîchir la page. Ça commence dans 1 minute. Starting soon. Hop, petit casque. Les amis, c'est parti. Donc on va rivaliser. Les amis, c'est parti. Let's go. Donc hop, c'est parti. View session. Donc je suis en direct évidemment, hein, je me décale. Hop, souhaitez-vous autoriser? Oui, j'autorise tout. J'autorise. C'est parti. On est en direct, en live, on participe. Donc c'est parti. Oui, demande de participation. Donc il va falloir qu'il nous accepte avant de pouvoir démarrer la vidéo. Donc oui. On va regarder tranquillement ce qui se passe. Vous voyez, en fait, je suis derrière un fond vert. Ceux qui pensaient que... Bon, voilà, hein, je regarde tranquillement la vidéo. Là, on est en attente, sur liste d'attente. Donc, peut-être qu'ils vont se dire, ah, mais attends, mais il est en train de faire une react. Donc, on va l'empêcher de rentrer, mais bon. Voilà, ils utilisent Google Hangout, Google Meet. Donc, oui. Bon, il y a des gens qui sont balèzes. Ah, lui aussi, j'ai déjà vu Laurent Pou. Non, je trouve pas. Peut-être que c'est des gens qui sont venus. Ah non, il y a un X, c'est pour ça. 4200 abonnés. Ah oui, il y en a pas tant que ça. Là, effectivement, il y a du monde. Zita Deauville. Zita. C'est par la présentatrice. C'est 590 abonnés. Elle en a pas tant que ça. Mais en fait, elle est surtout influenceuse sur Insta, je crois. Déjà, elle est sur Insta. Ouais, c'est ça, elle est plus sur Insta. Oui, c'est ça. 104 000 abonnés. Enfin, 104 000, oui, c'est ça. 104 000 abonnés. Donc, il travaille directement chez YouTube. Une influenceuse, c'est elle la présentatrice. Okay. Donc là, ça va être parti. Le temps que tout le monde s'installe. Je me décale. Je vais remettre en direct là.
12 000 abonnés. Jacques César GDO. Enfin, je sais pas si c'est Jacques. Non, Jacques César. Montano, c'était ça ou César Monis? On va essayer d'en attraper d'autres. Alexandre Meyer. Hello les créateurs, j'espère que vous allez bien. Ça fait trop plaisir de vous retrouver aussi nombreux cette semaine. J'ai eu un nouvel ordi, update, caméra remarche, je peux vous voir pour ceux qui étaient là la semaine dernière. Trop contente de vous voir, de découvrir les nouvelles personnes qui sont là dans cette session aujourd'hui. Je suis en direct du bureau YouTube et Google de Paris et voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle session. Alors, les petits tips pour la session, s'il vous plaît, gardez votre micro coupé. On aura un moment à la fin pour le Q&A, vous pourrez vous unmuter. Ensuite, s'il vous plaît, utilisez le chat et les emojis pour vous parler, ajouter votre chaîne. N'hésitez pas à coller votre chaîne là pour vous ajouter entre vous, présenter votre chaîne, ce que vous faites, parce que là, combien de temps vous êtes sur YouTube. Enfin, voilà. Écrivez genre vraiment votre description, n'hésitez pas à vous ajouter, on est une communauté, on est vraiment là pour se retrouver entre créateurs. Et voilà, comme je le disais, on va avoir un FAQ à la fin auquel vous pourrez poser toutes vos questions. Alors moi, je me représente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Community Partner Manager chez YouTube en France et je gère une communauté de plus de 4000 créateurs. Aujourd'hui, on est presque 200 dans ce call, mais en vrai, dans la vraie communauté, on est 4000 et ça fait beaucoup de monde. Et aujourd'hui, j'ai un guest avec moi qui sera là à la fin pour les Q&A qui s'appelle Pierre. Pierre, est-ce que tu veux te présenter? Yes, merci Zita. Hello à tous, enchanté. Donc moi, je suis partner manager. Je suis basé à Londres, mais je suis aussi sur le marché français et j'accompagne différents créateurs sur plein de verticales, allant de l'entertainment au lifestyle, à la santé, en passant par les news. Voilà, donc super content d'être parmi vous aujourd'hui. Trop bien. Merci Pierre, on est trop content que tu sois là. C'est un spécialiste de la stratégie de contenu, Pierre. Okay. Alors, le programme, aujourd'hui, on se retrouve pour cette 3e session. On est dans un programme de 11 semaines qui est destiné à la communauté des créateurs YouTube. C'est exclusif et sur invitation uniquement. Donc, vous avez tous été invités à cette communauté. Donc, il y aura des accès exclusifs aux workshops. On organise parfois des événements YouTube, principalement à Paris, mais on va ouvrir à plus de villes. Vous allez recevoir des conseils et des astuces pour développer votre chaîne. Vous aurez la possibilité d'échanger avec l'équipe YouTube et les autres créateurs. Donc vraiment, c'est ce que je disais. N'hésitez vraiment pas à vous ajouter sur toutes les plateformes. Et si vous restez actif dans le processus, vous serez transféré dans le programme communautaire à long terme. Mais si vous êtes là, ça veut dire que vous êtes, à mon avis, c'est bon pour vous. Ensuite... la thématique de chaque semaine. Alors, on est dans un programme de 11 semaines, comme je le disais, et là, on en est à la 3e semaine, la stratégie de contenu. Donc, on va vraiment faire un deep dive dans la stratégie de contenu pour vous donner tous les tips pour devenir les meilleurs sur le long format. Alors, commençons directement une stratégie durable pour le long format. Quels sont les leviers du succès? Alors déjà, petite intro, nous, notre mission, c'est vraiment de vous aider en tant que créateur pour améliorer vos vidéos longues. Donc nous, notre programme, ce qu'on propose, c'est un guide qui va être vraiment étape par étape pour avoir tous les outils nécessaires pour devenir les meilleurs sur le long format. Donc il faut vraiment investir dans une stratégie qui va être durable pour les vidéos longues, avec des bases solides pour pouvoir vraiment soutenir votre avenir. Et YouTube le permet, ça permet de tisser des liens profonds avec votre public, comme vous le savez, et de bâtir une communauté qui va être fidèle et qui favorise aussi un engagement durable. Donc aujourd'hui, on va apprendre à élaborer une stratégie qui va être adaptée à vos objectifs et à vos ressources. Et on va vous aider à comprendre le why, le pourquoi de votre activité et à guider votre exécution et aussi pouvoir collecter du feedback pour vous améliorer. C'est parti. Alors, on commence par la stratégie. La stratégie, tout le monde sait ce que c'est, mais quand on parle de YouTube, c'est vraiment centrer ses ressources, créer une image de marque qui va être cohérente et garder l'inspiration. Cette section qu'on va aborder maintenant, elle aborde comment on établit une stratégie qui va être super claire pour aller jusqu'à vos objectifs, comprendre vos publics et trouver votre contenu niche.
Alors, le plan d'action, c'est déjà établir un objectif de chaîne. C'est une déclaration de principe, entre guillemets, sur votre objectif, qui va être généralement aligné sur vos valeurs, vos passions, votre expertise. Ensuite, dans le plan d'action, il y a aussi les métriques. C'est des indicateurs quantifiables qu'on peut utiliser pour mesurer les performances et les progrès de votre chaîne. Ensuite, il y a les objectifs. Qu'est-ce que, en tant que créateur, vous cherchez à atteindre dans un délai précis? Il y a un framework de pensée qui s'appelle le SMART Goal, c'est-à-dire les objectifs clés. Le S, c'est pour spécifique, donc des métriques spécifiques, des objectifs spécifiques, mesurables. Il faut que tout ce que vous fassiez soit mesurable. Combien d'abonnés, quand, combien de vues sur une vidéo. Il faut que ça soit atteignable. On ne va pas se fixer, alors qu'on commence sur le long format, des millions et des millions de vues dès le début. Ça met du temps pour y arriver. Et ensuite, il faut que ça soit pertinent, relevant, comme on dit en anglais. Pertinent, c'est-à-dire qu'il faut que ça ait de la cohérence avec votre contenu. Vous, si vous avez un contenu qui fonctionne super bien sur le long format, peut-être qu'il y a d'autres formats qui vont être un peu moins adaptés. Enfin, voilà. Ensuite, timely, c'est-à-dire opportun, au bon moment. Si votre contenu il est très spécialisé sur la saisonnalité, disons, vous faites du contenu sport, planifiez vraiment votre contenu en fonction des grands événements sportifs qu'il va y avoir. Ça peut vraiment aider à booster votre contenu. Ensuite, connaître son public. En apprenant à connaître son public, on peut vraiment personnaliser son contenu pour répondre exactement à leurs attentes. Et ça va vraiment augmenter les chances d'attirer des nouveaux abonnés et de se créer une nouvelle communauté. L'objectif de la chaîne, c'est déjà créer ou s'adresser à une communauté qui sera en résonance avec votre objectif de chaîne et de la valeur que vous allez apporter. Ensuite, au-delà de shorts, là on parle de long format. L'important, c'est vraiment de maximiser son influence potentielle en produisant des vidéos qui peuvent être aussi appréciées par les gens qui vous suivent déjà, vos habitués, vos abonnés, que par des nouveaux spectateurs, des nouveaux abonnés, des gens qui ne vous suivent pas encore. Ensuite, il y a l'attrait étendu versus l'attrait restreint. Il y a pas mal, parce qu'il y a des vidéos qui peuvent s'intéresser déjà à un public plus large et d'autres contenus qui ne s'adressent que à vos abonnés qui sont les plus fidèles. Et l'équilibre entre ces deux trucs de vidéos, c'est vraiment la clé de la réussite. Est-ce que vous me suivez? Merci de rester muté. J'en vois qu'il y en a qui ne sont pas mutés. Voilà, merci beaucoup. Ensuite, quelle est votre niche? Une grande partie de la création et du développement de la communauté sur YouTube, ça consiste à vraiment trouver la niche de votre contenu. Ça va vous aider à orienter votre marque, vos décisions créatives et vos sources d'inspiration. Ensuite, il y a la cohérence entre les formats qui est très importante. Ça permet au public de s'engager, de comprendre l'ensemble de votre contenu et qu'il y ait une cohérence entre vos formats longs et vos formats courts. Ensuite, il y a des niches qui varient en fonction de dimensions. Par exemple, trouver un équilibre peut vous aider à exploiter des communautés qui sont passionnées tout en vous laissant un peu plus de liberté pour créer et innover. Et ensuite, jouer sur le long terme, c'est hyper important. La passion, la persévérance et l'audience potentielle de votre niche sont vraiment des éléments qui vont être clés pour les années qui vont venir. Donc, pour se créer une niche, il y a regarder vers l'extérieur, c'est-à-dire tester des formats que vous n'avez pas encore testés et qui sont déjà populaires dans votre domaine. Et regardez un peu ce que font les autres créateurs principaux de votre niche. YouTube, c'est vraiment une communauté pour s'inspirer. Je suis sûre que vous, en tant que créateur, vous inspirez beaucoup d'autres créateurs. Et aussi, regardez vers l'intérieur. Short, ça peut vraiment être votre terrain d'essai. Par exemple, vous voulez essayer un nouveau concept. N'hésitez pas à le tester sur Short et ensuite à le développer sur des vidéos un peu plus longues. Là, on avait, la semaine dernière, avec YouTube, on avait un séminaire et il y avait 2 créateurs qui sont venus. Et une expérience qu'ils ont partagée, c'était Océane. C'était que un jour, elle a fait une vidéo qui a super bien marché sur le long format, qui faisait à peu près 20 minutes. Et en fait, ils ont eu un watch time tellement élevé qu'ils se sont dit, mais oh là là, on aurait tellement dû la faire encore plus longue, la vidéo, pour monétiser encore plus. Et ça, c'est vraiment la clé, c'est de vraiment tester avant avec Shorts, si jamais un format va bien marcher, un type de vidéo, etc. Et si vous voyez que ça cartonne sur Shorts, n'hésitez pas à le tirer vraiment sur le long format, si c'est une thématique qui peut plaire aussi au long format et du coup maximiser votre watch time. Et ensuite, l'authenticité. Qu'est-ce qui est unique chez vous? Qu'est-ce qui vous intéresse? Parce que avant tout, le contenu authentique, il faut que ça soit du contenu qui vous intéresse. Ensuite, prenez votre temps, se lancer dans un nouveau format. Ça peut être un grand step, un grand pas.
Donc, il faut vraiment s'entraîner et faire preuve de consistance afin de s'améliorer au fil du temps. Alors, quand je dis prendre son temps, il ne faut pas se lancer et sortir 10 vidéos d'un coup longues. Mais prenez votre temps tout en osant lancer votre première vidéo longue si vous n'en avez pas encore lancé. Et osez tenter un nouveau format. Et vraiment, ce qui va être clé, c'est le maintien d'un engagement régulier sur votre chaîne. Et c'est vraiment essentiel pour atteindre les objectifs que vous allez vous fixer. Et les 2 éléments les plus importants dans vos fréquences, c'est la cohérence et la durabilité. Comme vous le savez, il n'y a pas vraiment de volume ou de rythme de publication qui vont vraiment booster le potentiel de découverte de votre contenu. Mais nous, on vous recommande vraiment de privilégier les vidéos qui sont de qualité, publiées à une fréquence qui va être quand même régulière, plutôt que des quantités de publications hyper élevées, comme ce que je disais tout à l'heure, où il y a, en fait, le volume ne va pas toujours être synonyme de succès plus important. Alors, deuxième partie, l'exécution. Ça, c'est essentiel pour captiver votre public, développer votre chaîne. Et cette section, aujourd'hui, qu'on va couvrir, ça va couvrir l'idéation de contenu, comme on dit. On vous donnera aussi des conseils pour des titres, des miniatures et des meilleures pratiques pour fidéliser et augmenter l'interaction de votre audience. Alors déjà, le plan de contenu, c'est essentiel pour aligner votre contenu sur la croissance et les objectifs de votre chaîne. On utilise vraiment cette approche stratégique pour créer de manière cohérente et rester concentré et surtout optimiser votre ressource. Vous n'avez pas un temps illimité. Certains d'entre vous ont un job à côté de la création de contenu. Donc, pensez à regrouper vos idées de vidéos pour évaluer si elles peuvent être publiées et dans quel délai. Il y a des choses très importantes à prendre en compte. Le format, les séries, le style, quel public vous allez viser, la longévité de la thématique. Par exemple, si vous planifiez une vidéo, disons, au moment des JO. Si vous avez planifié une vidéo au moment des JO, c'est hyper important de se dire que la longévité de cette thématique, elle va être assez restreinte, sachant que peut-être que dans 1 an, on parlera un petit peu moins des JO qu'il y a quelques mois. Voilà, donc gardez la saisonnalité en tête et du coup, la longévité de vos vidéos. Et ensuite, le coût et le budget de production. Planifiez votre contenu vraiment à l'avance et que vous avez vraiment un plan de contenu. Il y a beaucoup plus moyen d'optimiser son budget et de réduire les coûts en shootant plusieurs vidéos la même journée avec la même équipe, etc. Donc, faites des recherches sur un sujet pour vraiment évaluer son potentiel en utilisant par exemple des temps Google, en recherchant le sujet sur YouTube ou aussi à l'onglet recherche dans YouTube Analytics. On en parlera un peu après. Ensuite, un cadre pour vous aider à expérimenter, c'est ce framework qui s'appelle Hero Hub Help. Donc, il y a le contenu Hero. Ça, c'est le contenu qui va atteindre un public qui va être assez large en offrant un moment de promotion de masse. Donc, c'est souvent axé sur des événements de premier plan, des moments d'actualité, des sujets populaires ou des grosses productions. C'est vraiment quand vous allez investir. Et ça, le public va découvrir de nouveaux contenus inspirants ou divertissants. Ensuite, il y a le contenu un peu plus centré. Donc là, c'est pour divertir votre public principal et pour le fidéliser avec une programmation qui va être régulière, cohérente et qui répond à ses attentes. Le public, pour eux, c'est important, c'est vraiment de se connecter à leur créateur de contenu et à leur contenu de base, la raison pour laquelle ils vous suivent et ils vous retrouvent, disons, toutes les semaines. Ensuite, il y a le contenu d'aide. Donc là, c'est le contenu qui va être vraiment facile à rechercher, à répondre un peu à des questions qui vont être fréquentes, à expliquer des idées ou des concepts, comme avec des tutos, des manuels, des explications. Et ces contenus sont un peu considérés comme évolutifs, car ils restent généralement un peu plus pertinents dans le temps, un peu plus longtemps. Et ça, pour le public, ça vous permet de rechercher du contenu qui va être pertinent, de découvrir de nouvelles choses, etc. Ensuite, les stratégies de distribution, elles sont comme ça. Pour le contenu héros, c'est un contenu qui va être plutôt rare, généralement construit autour d'un événement majeur, une grande publication, comme je disais, et c'est vraiment pour offrir un moment de grande visibilité. Donc, c'est vraiment ces contenus-là, c'est pour, entre guillemets, gagner beaucoup d'abonnés, faire beaucoup de vues. Ensuite, le contenu centré, ça va être un peu plus fréquent, donc disons toutes les semaines, 2 fois par semaine. Donc, c'est un contenu qui va être programmé et qui va intéresser votre public de base. Et ensuite, il y a votre contenu d'aide. Là, c'est un peu plus fil rouge. C'est un contenu qui est constamment tiré, caractérisé
sur un contenu qui peut être un peu évolutif. Donc, c'est vraiment votre flux constant de trafic vers la chaîne. Ensuite, quelque chose de très important, c'est l'emballage, donc les miniatures et les titres. On va un petit peu parler la semaine dernière, mais on va deep diver, comme on dit. Même s'il y a plusieurs facteurs qui peuvent avoir des impacts sur la performance de votre vidéo, ces deux aspects-là, c'est primordial et ça joue vraiment un rôle très important pour attirer de nouveaux abonnés et des nouveaux viewers pour vos vidéos. Donc, par exemple, ça vous permet de vous démarquer des autres créateurs, vous démarquer des autres contenus. Ça permet de créer des attentes chez le spectateur et du coup d'avoir un watch time qui va être plus élevé. Si le créateur sait exactement à quoi s'attendre et décide de cliquer, il va y avoir un taux de transformation qui va être plus élevé. Et ensuite, renforcer la reconnaissance de votre marque en tant que créateur. Votre univers, votre ligne éditoriale, disons. Alors, voyons quelques bonnes. Déjà, pour les miniatures, ça va vraiment attirer l'attention des utilisateurs, des spectateurs, et ça doit fidèlement représenter votre vidéo. Et ça doit aussi inciter au clic, mais pas seulement au clic, à la vue totale de votre vidéo. Et ce qui va contribuer positivement à vos chiffres et à l'engagement global de la vidéo. Donc, attention au contexte. Il faut vraiment garder à l'esprit que les miniatures, elles apparaissent pas seules, mais avec plein d'autres vidéos. Donc, renseignez-vous un peu sur quels sont les types de miniatures qui sortent lorsque c'est des vidéos sur la thématique que vous allez sortir. Ensuite, représentez avec précision votre contenu. Parfois, il peut y avoir des inadéquations et des attentes peuvent... c'est-à-dire que les spectateurs vont avoir des attentes sur vos vidéos et ça peut amener le public à arrêter de regarder la vidéo assez rapidement. Et du coup, ça peut créer un effet de rebond qui est très mauvais pour les stats de la vidéo. Donc, par exemple, quand on met la miniature de Miouk, les titres ultra criards, un peu menteurs, etc. Ça, en fait, certes, vous allez avoir un taux de clic un petit peu plus élevé, mais au final, les spectateurs vont quitter très rapidement la vidéo. Donc, en fait, ça influence mal votre vidéo. Donc, essayez vraiment d'être très cohérent dans votre miniature, votre titre et aller droit au but. Donc, ensuite, faut que j'arrête de mettre votre public, la miniature de Miouk. pensez à ce que votre public cible pourrait connaître, ce à quoi il pourrait être susceptible, être familiarisé. Pensez non seulement aux personnes qui vous suivent déjà, mais aux personnes qui peuvent vous découvrir. Et aussi, pensez à tous les appareils. N'oubliez pas que votre public peut vous regarder sur mobile, sur une télé connectée. C'est maintenant notre deuxième écran en France pour YouTube, donc avant les ordinateurs. Donc voilà, gardez bien ça en tête. Et il y a aussi un saviez-vous, il y a plein de créateurs qui élaborent des stratégies sur leurs idées de miniatures avant de tourner leurs vidéos. Donc, ça permet de planifier et de tester leurs idées avant d'investir leurs ressources dans leur processus de production. Ensuite, pour les titres, une miniature, ça attire l'attention, mais un titre, ça va vraiment contextualiser l'image et le sujet de la vidéo. Donc, soyez précis. L'inadéquation des attentes peut amener le public à cesser de regarder la vidéo, comme je disais juste avant pour les miniatures. Soyez spécifique. Donc, réfléchissez vraiment à la valeur clé qu'un spectateur pourra tirer de votre vidéo et exprimez-le. Mettez Miouk. Simple, c'est-à-dire soyez concis, faites en sorte qu'il soit facile à lire, qu'il ne soit pas trop compliqué. Et ensuite, il y a plusieurs stratégies aussi. Il y a des avantages et des inconvénients. Par exemple, recherchable, dites directement la valeur ajoutée de votre vidéo dans le titre. Là, par exemple, c'est en anglais, mais ça dit comment est-ce qu'on peut venir à bout de la timidité. Comment est-ce qu'on peut terminer la timidité, en fait. Et ça va être un titre qui va être très explicatif, qui va être vraiment droit au but. Et ensuite, il y a une deuxième stratégie d'être intriguant. Attention à ne pas tomber dans le faussement des attentes, mais par exemple, ne t'en fais pas, tout le monde s'en fiche en tant que titre. C'est un titre qui peut être assez intriguant. Mais encore une fois, il faut faire un peu attention à ne pas décevoir en termes d'expectations pour la personne qui va voir votre vidéo. Ensuite, gardez... Ah, j'entends une personne qui s'est unmutée. S'il vous plaît, restez muté. Ensuite, les performances de vos vidéos, elles vont vraiment être influencées par la durée de visionnage d'un spectateur et sa manière d'interagir avec votre contenu.
Donc, lorsque vos internautes regardent une vidéo dans son intégralité ou pendant une durée significative, ils vont vraiment envoyer des signaux positifs au système, c'est-à-dire à l'algorithme, indiquant que votre contenu est pertinent et super attrayant. Et du coup, ça va le recommander à d'autres spectateurs. Ensuite, on peut complètement atteindre la réussite de ces vidéos, quelle que soit la longueur. Donc, évitez de vous imposer des longueurs qui vont être arbitraires. Et au lieu de ça, concentrez-vous sur ce qui va vraiment constituer une histoire convaincante et maintenir l'intérêt de votre public. Donc, on peut comprendre comment rendre ces vidéos captivantes tout au long de la vidéo. Et ça va être vraiment l'intention du spectateur et le flux vidéo. Donc, soyez vraiment flexible, expérimentez avec la longueur de votre contenu. Et n'oubliez pas, comme je disais tout à l'heure, que les vidéos de format long peuvent aussi être des vidéos courtes, etc. Là, par exemple, on a l'exemple de Milad Mirg qui se lance dans les vidéos longues en expérimentant différentes longueurs de vidéos, en commençant, comme je disais tout à l'heure, avec des vidéos, des shorts. Et comme il a vu qu'il gagnait en compétences, qu'il y avait un attrait particulier pour ce style de vidéo-là, et ça lui a permis d'évoluer vers un contenu qui va être beaucoup plus long. Donc, au final, il finit par des vidéos de 10 minutes. Donc, c'est un peu l'exemple que je vous donnais tout à l'heure. Ensuite, la rétention, les bonnes pratiques. Il n'y a pas vraiment d'approche ou de technique pour fidéliser un public, mais quelle que soit la verticalité du contenu, le style d'édition ou la longueur de la vidéo, il y a quelques bonnes pratiques qui s'appliquent à, par exemple, fournir de la valeur. Construire sa narration autour de la valeur ajoutée que vous souhaitez vraiment apporter. Ensuite, avoir une accroche forte. Capter l'attention dès le départ. C'est très important d'avoir un départ très important, très intéressant, intriguant, interpellateur. Voilà. Ensuite, raconter l'histoire. Il y a des histoires qui peuvent être percutantes, qui ont une trame claire, qui font appel aux émotions. Ça, c'est très, très important. Et un petit tip que je peux vous donner, c'est d'aller voir dans vos YouTube Analytics pour mieux comprendre comment votre contenu va capter l'attention grâce aux graphiques de fidélisation de l'audience. Ensuite, quelle est votre meilleure niche ? Donc, en offrant à vos abonnés, à vos fans, un moyen personnel et visible de faire part de votre monde, vous pouvez vraiment étendre votre influence, développer votre entreprise et créer un contenu qui va vraiment résonner, quelle que soit la taille de votre communauté en plus. Par exemple, partagez votre histoire pour établir des relations qui vont être hyper authentiques avec votre public, par des expériences que vous pouvez raconter. Ensuite, vous pouvez baisser les barrières. Par exemple, interagissez avec vos abonnés. Prenez les devants, engagez la conversation, que ce soit dans les commentaires, dans le live. Et ensuite, favoriser le sentiment d'appartenance, où vous pouvez rassembler votre communauté autour d'intérêts communs. Et vous pouvez aussi activer l'abonnement aux chaînes, c'est-à-dire l'abonnement payant tous les mois. Donc, la boîte à outils, c'est vraiment des posts de communauté, les commentaires. Vous pouvez piner des commentaires, vous pouvez mentionner des abonnés qui commentent souvent aux vidéos en leur faisant un petit shout-out, en leur répondant. Vous pouvez commenter sous la vidéo de vos abonnés ou les liker, répondre aux premiers commentaires de la vidéo. Voilà, ça, c'est des petits tips qui peuvent être assez utiles pour avoir une communauté qui va être de plus en plus engagée. Est-ce que vous êtes toujours là ? Oui, super, génial, trop bien. Alors, on passe dans cette troisième partie sur le feedback. L'analyse des réactions à votre contenu, c'est vraiment essentiel pour identifier les opportunités d'optimisation. C'est hyper important aussi pour vérifier vos progrès, où est-ce que vous en êtes sur votre chaîne. Et cette section, on verra vraiment comment comprendre les performances de vos vidéos au format long, quels sont les indicateurs à surveiller et quelles sont les meilleures pratiques générales en matière d'analyse. Déjà, examinez vos données. YouTube Analytics, ça peut vous faire comprendre vos performances et prendre des décisions basées sur les données. C'est hyper important. Donc déjà, comprendre les préférences de votre public, optimiser vos stratégies de contenu, suivre les progrès qui vont être accomplis dans la réalisation de vos objectifs. Et il y a aussi plusieurs mesures à surveiller lors de votre analyse de contenu long. Il y a vos impressions, vos vues et votre engagement. Les impressions, c'est le nombre de fois où votre miniature a été affichée. Votre taux de clic, c'est le nombre de fois où les spectateurs ont cliqué sur la vidéo après avoir vu la vignette. En ce qui concerne les vues,
Il y a le nombre de fois où votre contenu a été visionné. Les heures de visionnage, c'est la durée pendant laquelle les internautes ont regardé votre vidéo. La durée moyenne de visionnage, c'est le nombre moyen de minutes regardées par vue. Et ensuite, dans l'engagement, il y a les métriques d'interaction comme par exemple les abonnés gagnés, le partage, les commentaires. Ensuite, l'analyse, c'est très important. Déjà, dézoomer. Lorsque vous analysez vos propres analyses, vous essayez d'étendre la plage de date de 28 à 90 jours pour voir comment cela modifie vos perspectives de performance récentes. C'est important de savoir comparer les périodes. Ensuite, rechercher des tendances. L'observation des données, ça vous permet vraiment de découvrir certaines tendances, certains modèles qui peuvent devenir des informations qui sont exploitables et aussi des formats qui peuvent être du coup récurrents. Comparer les pommes avec les pommes. N'oubliez pas que les méthodes de découverte de consommation varient d'un format à l'autre et que par conséquent, les mesures de performance peuvent varier. Donc, il y a des différences de performance entre les formats et aussi entre les plateformes qui peuvent être prévisibles. Donc, faites vraiment des comparaisons équitables entre vos contenus. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette session. Pour ma part, je vais passer le micro à Pierre, qui va commencer avec un petit icebreaker au niveau du Q&A, qui ensuite pourra répondre à toutes vos questions, où vous pourrez lever la main l'un après les autres. Pierre, je te laisse le floor. Yes, merci beaucoup Zita, super intéressant la première partie. Effectivement, on a souvent des questions qui reviennent de la part de nos partenaires sur la stratégie de contenu, comment utiliser un format pour promouvoir un autre. Donc, je pense que si c'est des questions qui nous remontent, c'est forcément des questions que vous devez vous poser. Donc, on va les passer en revue ensemble. Si tu passes à la slide suivante, s'il te plaît. Je ne sais pas si j'ai les... Non, ouais. Ok, donc une des questions qui revient régulièrement, c'est est-ce que je peux utiliser les shorts comme une bande-annonce promotionnelle pour ma vidéo longue? La réponse courte, c'est oui. On a même mis à disposition des outils en fait, dans l'application YouTube qui vous permettent de convertir plusieurs extraits d'une vidéo longue en shorts. Ces shorts, ils vont inclure un lien qui pourra rediriger vers la vidéo longue. Il y a un autre moyen de le faire, c'est de monter votre teaser, votre bande-annonce en dehors de la plateforme et au moment de l'importation, vous pouvez ajouter un lien via vidéo similaire pour rediriger vers la vidéo longue. Si vous voulez adopter cette stratégie pour promouvoir en fait un contenu long, nous, il y a deux recommandations quand même qu'on vous recommande de bien avoir à l'esprit. La première, c'est qu'il faut que votre short il ait une valeur autonome suffisante, dans le sens où il faut qu'il y ait un intérêt à regarder votre short au-delà de juste rediriger vers votre vidéo longue. Le risque, en fait, c'est que les gens non seulement ne cliquent pas sur le lien, mais en plus swipe et donc ignorent votre short. Et la deuxième reco, c'est de ne pas s'appuyer uniquement sur des shorts pour promouvoir et pour travailler la visibilité d'une vidéo longue. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire déjà au niveau de la vidéo longue elle-même, travailler sur, comme le partageait précédemment Zita, la miniature, les titres, les descriptions. Il y a aussi l'onglet communauté qu'on peut utiliser, qui peut être un bon vecteur de trafic pour supporter une vidéo longue. Donc c'est important de ne pas se reposer entièrement là-dessus. Si tu passes à la slide suivante, s'il te plaît. Merci. Donc la deuxième question qui revient souvent, et on peut même l'élargir un petit peu, donc le nombre en fait de vues que j'ai sur ma vidéo est faible, mais pourtant j'ai un taux de clic et une durée moyenne de visionnage qui sont corrects. Quel est le problème? Là, le principal problème en fait dans ce genre de situation, c'est que souvent les créateurs ils ont tendance à comparer leurs vidéos actuelles avec leurs vidéos précédentes. Là où le système YouTube, lui, va comparer votre vidéo actuelle avec tout un tas d'autres vidéos qui sont sur d'autres chaînes, mais qui potentiellement répondent aux mêmes besoins et qui peuvent intéresser aussi l'utilisateur. Donc, vous pouvez avoir, vous, une vidéo qui va mieux fonctionner que vos vidéos précédentes, mais qui va bien moins fonctionner qu'une autre chaîne. Et c'est pour ça que c'est important pour vous de vous comparer, de manière saine, bien sûr, à ce que font aussi les autres créateurs sur votre verticale. Un bon moyen de le faire, vous pouvez vous rendre dans YouTube Analytics. Dans la partie audience, vous allez pouvoir voir les chaînes que regarde votre audience et quels sont les types de vidéos aussi qu'ils regardent. C'est un bon moyen pour vous de voir l'approche des chaînes qui font plus ou moins la même chose que vous en matière de miniature, en matière de titre, en matière de description, mais aussi quand vous voyez un peu les vidéos qu'ils regardent, la manière dont sont abordées certaines thématiques, et vous pouvez vous en inspirer tout en gardant ce qui fait votre personnalité. Donc c'est un bon moyen de vous challenger vous-même et d'aller chercher une audience qui pour l'instant privilégie peut-être d'autres chaînes, mais qui pourrait en fait énormément aimer ce que vous proposez. Slide suivante s'il te plaît.
Merci. Autre question qui revient régulièrement, c'est est-ce que l'algo va promouvoir mes vidéos longues auprès de mon public shorts? Alors, la réponse courte, c'est oui, mais on va détailler un petit peu. En fait, notre système de recommandation, il va faire apparaître des contenus longs en fonction de l'historique de visionnage d'un utilisateur. Et cet historique de visionnage, il inclut notamment les shorts. Donc jusque-là, bonne nouvelle. Si on a un spectateur qui démontre de l'intérêt et qui aime vos contenus courts, eh bien, il y a de grandes chances qu'on lui pousse votre contenu long. En revanche, il faut toujours garder à l'esprit que ce n'est pas suffisant parce que c'est, encore une fois, à l'internaute, à l'utilisateur de démontrer son intérêt pour votre vidéo longue en cliquant dessus avec toutes les autres vidéos qui lui sont suggérées. Donc, c'est important d'avoir aussi une stratégie format long propre. Ensuite, est-ce qu'une mauvaise performance sur une vidéo longue va affecter les vidéos courtes? Et ça, on peut même l'élargir parce que c'est une question qui revient souvent. Est-ce que si j'ai une vidéo qui performe mal, est-ce que ça va impacter de manière globale ma chaîne? Est-ce qu'il y a une notion de shadow ban sur YouTube qu'on peut avoir sur d'autres plateformes? Là, on va démystifier ça. Déjà, il n'y a pas sur YouTube. Nous, on va juger à la vidéo et si on résume les choses, l'algo suit l'audience. Donc, si vous faites un contenu qui plaît à l'audience, il y aura de la recommandation qui suivra. Si on pose un petit peu, si vous avez une vidéo longue qui n'a pas vraiment performé et qu'un utilisateur donné a démontré son désintérêt en quittant la vidéo ou peut-être en mettant un « j'aime pas », s'il continue à côté de ça de démontrer de l'intérêt pour vos shorts, on va continuer de lui pousser vos shorts. Donc, c'est vraiment deux formats distincts. Ils peuvent s'influencer l'un et l'autre, mais c'est deux formats distincts avec des audiences distinctes. Et ce n'est pas parce qu'une vidéo longue va moins bien marcher qu'on va arrêter de suggérer vos shorts à un spectateur donné. Merci. Question aussi qui revient régulièrement, est-ce que je dois publier quotidiennement, au moins une fois par semaine, pour avoir du succès sur mes vidéos longues? Alors là, il faut nuancer un petit peu. Déjà, il ne faut pas que les créateurs se sentent obligés de publier quotidiennement ou hebdomadairement. On a même des études qui nous ont aidés à démontrer que l'augmentation du nombre de vues, elle n'est pas toujours liée au temps en fait, qui s'écoule entre les mises en ligne de vidéos. On a même des créateurs qui arrivent à créer des liens forts avec leur public en privilégiant la qualité plutôt que la quantité. C'est ce que disait précédemment Zita. Et la qualité, ce n'est pas qu'une question de montage. La qualité, ça peut aussi être une question d'écriture. Il y a parfois des vidéos qui sont publiées, qui ne sont pas toutes les semaines, qui vont être plutôt de manière mensuelle, mais où il y a un gros travail d'écriture. Il y a peu d'editing, peu d'effets visuels. Par contre, on sent que derrière, il y a du travail d'écriture. Parfois, c'est des enquêtes et ça demande du taf. Et ça, c'est vraiment la question que vous devez vous poser à vous-même quand vous définissez une régularité à tenir dans le temps. Quel est le compromis que je peux trouver entre le niveau de qualité et la quantité que je veux donner à mon audience? Si vous postez une vidéo par mois uniquement, mais que la qualité n'est pas au rendez-vous, c'est pas dit que l'utilisateur comprenne pourquoi il doit attendre autant de temps avant d'avoir un nouvel épisode. Et ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. Les vidéos spoil. Et on est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions complet dans la salle? C'est plus simple à faire. Résumé complet, spoil. Merci Claire. Je pense que la première question, ça va être de David Vaitiguet. Je ne sais pas si je prononce bien. Non, c'est la deuxième fois, mais il n'est pas simple du tout. C'est mieux de dire Tokyo Pirate, c'est comme ça qu'on me connaît. Tokyo Pirate. Et, Tokyo Pirate. Déjà, merci. Déjà, peut-être merci pour l'effort. Là, la semaine dernière, c'était multiformat. Là, on est sur stratégie de contenu. C'est beaucoup mieux que tous les Internet gourous qui sont sur YouTube. Donc déjà, merci pour ça. Merci pour aussi le sujet Hub Hero Help. Je crois qu'on l'a peut-être tous reçu dans notre application. Et vous l'avez dégrossi juste après. Donc vraiment, merci. Juste pour vraiment préciser que c'est vraiment très bénéfique pour nous ce que vous faites. Ma question, ça va être sur deux volets. Le time to post, j'aimerais juste entendre le time to post et le Hub Hero Help sur version short, si ça existe. Donc, première question, est-ce que le time to post, le temps où on poste une vidéo, a un impact? YouTube nous dit que ce n'est pas le cas, mais j'aimerais juste entendre de votre bouche, si possible, qu'on peut poster des vidéos, peu importe le moment. Et la deuxième question, c'est le Hub Hero Help. Comment on l'applique aux shorts? Parce que c'est super pour les formats longs, mais shorts, je ne sais pas trop. Alors, déjà, pour reprendre ta terminologie, le time to spot, donc l'heure à laquelle tu postes, si tu veux, nous, on n'a pas forcément de recul nécessaire pour te dire si tu postes à 18 h, c'est exactement là que ta vidéo va cartonner et si tu la postes avant ou après, ça ne le fera pas.
Nous, la seule recommandation qu'on peut te faire, c'est de te baser dans YouTube Analytics. Quand tu vas dans Audience, tu peux voir quand est-ce que ton audience est la plus connectée. En fait, plus les traits sont violets foncés, plus ça veut dire que c'est une plage horaire où ton audience est connectée. Et nous, la seule recommandation qu'on peut te faire, c'est de poster à ce moment-là, parce que c'est là où tu es le plus susceptible que ta vidéo fonctionne. Mais on ne va pas pouvoir, si tu veux, te dire si tu postes à tel... Il n'y a pas de réponse absolue, parce qu'il y a parfois des personnes qui vont poster en dehors de ces horaires, justement, et pour qui la vidéo va réussir. Il y a tellement d'autres facteurs qui entrent en considération, comme la concurrence, les facteurs externes, l'actualité, qui peut donner d'un coup sens à une vidéo, même si ton audience n'est pas la plus connectée. Ok. Et du coup, la dernière partie, c'était le Hub Hero Help appliqué au short, pas encore. Là-dessus, alors, je connais pas ton concept, mais par exemple, je peux te donner une idée un peu de concept théorique, on va dire. Imagine, tu es une chaîne qui revient du contenu animé Japon et K-pop. Comment? Animé Japon K-pop. Animé Japon K-pop. Alors, écoute, je vais rester sur l'animé. Imagine l'animé, tu pourrais chaque semaine avoir en contenu hub, donc on va dire le pain quotidien de ton audience, tu pourrais avoir des débriefs d'épisodes. Ça, ce serait ton contenu hub. Ce serait ce pourquoi ton audience revient. Encore une fois, c'est théorique. Le contenu hero, c'est un contenu qui te demande plus de ressources, plus de temps. C'est quelque chose que tu peux pas reproduire chaque semaine. Donc, admettons, pourquoi pas, une rencontre avec un dessinateur ou un animateur en mode FAQ, interview. Si on part encore plus loin, tu rencontres Eiichiro Oda ou Masashi Kishimoto et là, tu as une interview avec eux, ce serait aussi du hero. Et le contenu hub, ça pourrait être, par exemple, tu reviens sur l'histoire d'un personnage. Par exemple, imagine, alors je vais sur mes petites bases de manga, mais imagine tu fais une histoire sur Itachi ou sur One Piece et tu reviens sur un personnage. Et ça, c'est quelque chose que tu fais un peu plus régulièrement que les contenus hero parce que tu n'as pas toujours accès aux mangaka ou aux animateurs. Un peu moins fréquemment que le contenu hub parce que toutes les semaines tu reviens sur l'épisode, mais c'est un petit type de contenu en fait qui va te permettre d'aller chercher une audience plus large qui t'aurait pas forcément découvert pour les reviews d'animé, qui va pas forcément te suivre pour les reviews d'animé, mais qui reviendra pour ces petites histoires un peu sympas que tu mets en fond sans forcément avoir besoin d'être très concentré. Ok? Super, merci pour la réponse. Il y en a d'autres ensuite. Elodie, alors je vois que le début du prénom, Elodie B. Si tu es toujours là. Non. Il y a une Camille qui a les mains levées. Oui, bonjour. Oui, vous m'entendez? On t'entend. Ah, merci. Je suis toujours là, mais en fait, ma question a été traitée par tes questions. Déjà, merci beaucoup pour cette présentation. Parce que ma question, effectivement, moi, je fais plutôt du format qui est publié une fois par mois, donc mensuel. Et c'est vrai que Zita, dans sa présentation, a beaucoup parlé de publication régulière et je ne savais pas ce que se cachait sous ce terme-là de régulier. Et donc, je voulais savoir si ça avait vraiment un impact si on publiait qu'une vidéo par mois, à savoir que c'est quand même du format long, voire très long que je propose parce que ça va jusqu'à 45 minutes en moyenne, quoi. Alors, une bonne stratégie là que je peux te donner, je ne connais pas ta chaîne, mais ce que tu peux faire dans ces temps morts, entre guillemets, c'est utiliser toutes les fonctionnalités qu'on met à disposition pour continuer d'alimenter ta chaîne. En fait, tu peux fonctionner avec une vidéo par mois uniquement, même si tu es absent entre temps, si tes vidéos sont de qualité et qu'elles plaisent. C'est pas un souci. En revanche, une stratégie qu'on peut te donner ou un conseil, c'est pourquoi pas convertir différents passages de tes vidéos long format, puis de ce que je comprends, ils sont longs. Tu peux en générer des petits clips ou des petits shorts et alimenter un petit peu ta chaîne, plus pour aller chercher une nouvelle audience. Tu as ton audience qui reviendra chaque mois et qui est fidèle et qui sait que voilà, les contenus d'Elodie, c'est pas toutes les semaines, mais une stratégie un peu sur les shorts et sur des petits clips plus courts peut te permettre d'aller chercher une nouvelle audience qui, elle, attendra justement chaque mois l'épisode complet. C'est en plus en fonction de ta stratégie. Effectivement, parce qu'en fait, moi, mon contenu, c'est plus sous format, donc c'est autour de l'aéronautique, du militaire et du spatial. Et c'est plus sous format, en fait, documentaire, comme on pourrait retrouver à la télé, et donc des documentaires vraiment longs, qui tapent facilement les 45 minutes, 1 heure. Donc ça demande beaucoup de temps en termes de préparation et de réalisation. Et donc c'est ça qui fait que je peux pas, sachant que j'ai un métier à côté, je peux pas faire ça non plus, bien sûr. effectivement, plusieurs fois. Ce que tu peux faire au niveau de l'écriture, c'est plus réfléchir. Tu te dis, OK, c'est une vidéo par mois.
il faut que j'essaie de générer, pourquoi pas, un petit short par semaine pour faire patienter les gens. Et donc, réfléchir quand tu structures ta vidéo ça, c'est quelque chose que je vais pouvoir découper et mettre en shorts. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais les shorts passent à 3 minutes. Donc, ce sera aussi beaucoup plus facile pour toi de découper des passages de tes vidéos longues. Et c'est de l'avoir en tête en me disant, il faut que je fasse quelque chose que je puisse découper en cas de besoin. Très bien. Et donc ça, les shorts de 3 minutes, tout le monde y a accès dès aujourd'hui. J'avais vu que c'était Alors, il va y avoir ça par phase. Je pense pas que tout le monde y ait accès d'un coup. C'est généralement par phase qu'on le fait, mais ça va arriver. Mais l'info que je te donne, elle est bonne dans ta stratégie de manière générale, même quand c'était 1 minute, et c'est de voir comment tu peux repackager, découper tes contenus pour les faire vivre. Parce que l'avantage aussi de YouTube, c'est que ta vidéo, elle n'a pas une durée de vie one shot, tu l'as postée, 1 semaine après, c'est fini. Elle va s'étendre dans le temps, mais tu peux la booster avec l'onglet communauté, avec les shorts. Donc voilà. Très bien, merci beaucoup en tout cas à toi Pierre et aussi à Zita pour la présentation tout à l'heure. Pas de souci. Cédric, si tu peux enlever ta main levée, Elodie, comme ça on voit qui en a répondu, s'il te plaît. Merci. Oui, bonjour. Merci à Zita, merci Pierre pour la présentation et puis le petit récap des hubs, héros. Yes. Et tout ça. Alors, moi, pour ma part, je regarde Roberto Blake, qui est un partenaire de YouTube, là, qui donne pas mal aussi d'astuces sur tout ça. Moi, j'avais une question, c'était un petit peu plus dans les vidéos format long, parce que voilà, moi, je suis pas très short, je fais pas mal de contenu éducatif, et mes contenus sont plutôt d'1 heure à 2 heures. Je me vois pas faire le triple de boulot en faisant encore des shorts à côté, sachant qu'à chaque fois que j'écoute Zita, je me retrouve à avoir 1 heure de boulot en plus parce qu'il faut que je bosse les miniatures, il faut que je fasse des enquêtes sur mes concurrents. Bon, j'ai l'impression qu'à chaque phrase, j'ai encore plus de boulot. Alors, moi, je voulais savoir tout simplement déjà dans les descriptions des vidéos longues, est-ce que c'est recommandé ou pas de mettre des liens externes? Je vais faire simple, juste cette question-là. Parce que je sais que dans vos shorts, vous indiquez qu'on peut mettre des liens vers nos vidéos longues. Moi, je voudrais savoir si mettre des liens externes à YouTube pénalise. Voilà. D'accord, la réponse, elle est très simple. Ça ne va pas pénaliser du tout ta vidéo. En fait, tu as une notion de SEO. Donc, c'est-à-dire que si tu as un intérêt à renvoyer vers un site que tu as ou vers tes autres réseaux, pour nous, il n'y a aucun souci. Et si tu regardes les plus gros créateurs, quand tu vas dans leur description, généralement, ils n'ont pas peur de rediriger vers leurs autres plateformes. Nous, on pense qu'il y a de la place pour toutes les plateformes, donc aucun souci. C'est plus à toi de voir ta stratégie. Est-ce que tu veux créer des ponts possibles entre tes plateformes, ou est-ce que tu te dis, j'ai mon écosystème YouTube et mon écosystème Insta et TikTok, et c'est OK, chacun sa stratégie, mais ça ne va pas te pénaliser. Alors, juste pour clarifier, c'est pas des liens vers d'autres réseaux, c'est plutôt mes sites perso, tout simplement. Moi, je t'encourage à le faire parce que tu as un enjeu SEO, et donc créer des liens extérieurs à Internet pour rediriger vers ton site va faire remonter le SEO de ton site de manière… Je pose cette question, c'est parce que j'analyse beaucoup justement les données analytiques de YouTube pour toujours me remettre en question. Et là, depuis que j'ai mis certains liens externes qui sont vers mes sites, pas des concurrents, j'ai mes chiffres qui ont dégringolé par 2. Ça, faut se méfier, parce que parfois on a tendance à associer des pertes de perf à juste un élément, alors qu'en fait il y a plein d'autres choses qu'on pourrait mettre en considération, comme la concurrence, la saisonnalité. On pourrait regarder, mais parfois on peut être surpris. On a tendance à penser que c'est juste parce qu'à ce moment-là on a changé quelque chose. Mais pour te dire, c'est aussi une stratégie qu'on a avec certains médias qui vont utiliser l'onglet communauté pour rediriger vers leur site web, parce qu'ils ont aussi un enjeu SEO. Et donc du coup ils se disent, on va créer plein de sites externes pour pousser en fait notre site quand il est recherché sur Google. Ok, merci. Alors, j'ai un Anis par quelque chose. Désolé, j'ai que les bouts de nom. Bonjour, oui, c'est moi, Anis Partage. Ma question, moi, elle est assez simple. Est-ce qu'on pourra avoir un récupératif de tout ce qu'on a pu voir ce soir? Alors ça, faudra voir avec Zita. Ouais, merci pour la question. On ne peut pas vraiment vous partager les decks, mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on pourra vous mettre en ligne les recordings de la présentation sur le site Gatter, là où vous vous êtes enregistré pour la session. Donc, on va les mettre d'ici 1 semaine ou 2 semaines en ligne, je pense. Et sur ma React. D'accord, merci. Oui. Avec et plaisir. sur ma React. Oui. Tu as très bien entendu ma React.
Oui, tu peux récupérer les données. Oui. Bonjour tout le monde, merci beaucoup déjà pour tout ce que vous proposez. Ça aide vraiment beaucoup à y voir un peu plus clair. En fait, moi j'ai deux questions. En fait, je le contenu de relaxation et du coup les personnes se laissent guider par ma voix, donc je propose une photo, une image fixe. Du coup, par rapport aux shorts, est-ce que il y a besoin que ça soit visuel? Est-ce qu'il y a besoin en fait qu'ils me voient parler ou est-ce qu'ils peuvent se laisser guider par ma voix pendant les shorts? Alors là, c'est une question qui est assez compliquée parce que j'ai envie de te dire oui et non. En fait, ça va dépendre de qui va regarder ton contenu. Il y a 41 millions de Français qui se connectent tous les mois sur YouTube et je pense que chacun est différent. YouTube, c'est une plateforme effectivement qui est, on va pas se mentir, hein, qui est vidéo first. Ça aide l'utilisateur d'avoir un visage auquel connecter. Ça n'a pas forcément besoin d'être le tien. Tu as des créateurs qui, par exemple, qui n'incarnent pas sur les podcasts leur contenu, mais qui vont s'appuyer sur des banques vidéo, donc avec d'autres humains qui font des activités qui sont en cohérence avec ce que la personne raconte. Tu peux tester ça. Moi ici, j'ai pas une réponse directe. Je te dirais plus d'essayer les deux, de faire une image statique avec de l'audio, une image avec une banque de vidéos que tu peux récupérer sur plein de sites libres de droit. Et peut-être une où c'est vraiment toi et tu vois ce qui plaît. Mais l'idée, c'est de le tester plusieurs fois. Tu ne peux pas te baser sur un short de chaque et te dire « Ah, j'ai testé ça et ça ne marche pas ». Voilà, là-dessus, c'est que l'expérimentation que je peux te recommander. D'accord, ok, merci. Et l'autre question, c'était par rapport au titre, au référencement SEO, comment ça se passe? Est-ce que c'est pas que par rapport à un mot ou par rapport à toute la phrase, enfin tout le titre? C'est en fait principalement le titre, la thématique, mais ça va être tous les éléments que tu vas donner en fait à l'algorithme pour qu'il puisse aller chercher les bons mots-clés. Donc moi j'ai tendance à dire que c'est vraiment alors si tu parles que format court, bah, ça va être le contenu, potentiellement peut-être les mots que tu fais afficher, mais surtout le titre et la description. Tu vois, si tu as des hashtags, n'en abusez pas parce que c'est pas non plus nécessaire, mais s'il y a vraiment des mots-clés sur lesquels tu veux ressortir, là ça vaut le coup de mettre le hashtag. Ok, mais donc dans les hashtags, on les met aussi dans les vidéos longues, dans la description? Ouais. Ok. Voilà, attention de ne pas tomber dans je veux mettre 36 000 hashtags parce que ce ne sera pas utile. Ce n'est pas comme sur Instagram où là, ça va plus aider l'algorithme à vous référencer, à vous suggérer à quelqu'un. Et il y a peu de gens au final qui vont vraiment taper sur le hashtag et voir toutes les vidéos qui ont été faites sur ce hashtag-là dans les usages. Ok, merci beaucoup. Pas de souci. Johan, est-ce que... Ouais. Bonjour. Hello. Hello, merci à vous deux pour cette présentation et d'avoir répondu à mes questions. Je pense que Zita, elle y a répondu puisqu'elle parlait, parce que malheureusement, en fait, parce que c'est le nouveau site, j'ai oublié de me mettre des alertes et donc j'ai raté les 2 premières sessions. Donc la question était de savoir, oui, ça allait être mis en ligne juste la session d'aujourd'hui ou celle depuis le début, et la deuxième, le site, comment ça fonctionne par rapport au site? Parce qu'avant, il y avait un autre système, entre guillemets, hein, je trouvais qu'il était plus simple pour s'inscrire, il y avait une alerte. Et aujourd'hui, en fait, le système d'alerte fait que je ne peux pas... il n'y a plus l'extension pour le mettre sur le calendrier d'Apple. Donc, résultat, c'est ce qui a fait que j'ai raté les 2 premières sessions. Donc, je voulais savoir si ça... C'est un très bon point, Johan. Merci beaucoup pour ta question. Merci. En effet, on a changé de système. Parce qu'on avait un peu plus comment dire, on avait un peu de mal à voir qui sont les créateurs qui venaient pas, qui sont les créateurs engagés. Et aussi, on a besoin de mesurer si jamais les sessions que nous, on organise pour les créateurs, ça vous sert, vous utilisez les formats, vous faites plus de contenu, si jamais ça vous est vraiment utile. Et tout ça, on arrive à le traquer un peu mieux avec ce nouveau système. Donc, pour l'instant, on va continuer à bosser avec ce site internet-là. Je vous le remets dans le chat, juste pour ceux qui ne l'ont pas. Voilà. Et de toute façon, je rajoute toujours en petit le lien du meeting, mais on ne peut pas voir si jamais vous avez participé à la session, si jamais vous êtes vraiment actif dans la communauté, si vous ne vous enregistrez pas par le lien que je vais mettre dans le chat. Donc, vraiment, passez par ce lien-là. Il y a un décompte et vous pouvez vous mettre un petit rappel calendrier. Je vais voir si c'est possible d'en ajouter un autre. Voilà, merci. Merci.
Pop Sinoche. Bonjour, merci de me donner la parole. Merci Zita, merci Pierre, et bonjour à tous les créateurs et les créatrices. Une question pour revenir sur les miniatures et le taux de clic sur les miniatures, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une donnée qui existe qui pourrait être la moyenne des taux de clic YouTube? Parce que je trouve effectivement que ma vidéo et mes vidéos d'une manière générale sont partagées par YouTube, j'entends par l'algorithme. Je vois bien des fois des dizaines, voire des centaines de milliers de partages. Et j'ai des moyennes de taux de clic de 10-15%. Alors que quand j'écoutais les recommandations que vous avez faites pour les miniatures, c'est quand même des recommandations que j'ai faites moi-même. Et je trouve que le taux de clic n'est pas énorme par rapport au nombre de partages de YouTube. Et je voulais savoir s'il fallait que je m'inquiète. Est-ce qu'il fallait que je change ma stratégie? Ou est-ce que c'est plutôt normal en fait? C'est dur de. Quand tu dis les partages, c'est que tu veux dire ta vidéo est partagée par exemple via WhatsApp? Oui, quand je vois le taux d'impression, pardon, je vais parler en langage YouTube. Quand je vois le taux d'impression YouTube de la vignette, qui est assez élevé, et je vois le taux de clic qui est en moyenne de 15%. Je voulais savoir si c'était quelque chose d'à peu près normal. Un taux de clic de 15%, de ma perception, c'est beaucoup pour le coup. Enfin, voilà, moi, j'ai pas forcément des. Ou alors, enfin, si on parle des mêmes métriques, mais l'idée, c'est. Alors, tu demandes si on a un benchmark moyen de. On n'a pas ça. Je pense que vraiment, l'idée, c'est de te concentrer sur. Justement, tout à l'heure, on disait regarder ce que font les autres, mais parfois, c'est aussi regarde ce que toi tu fais. Essaie de garder vraiment un œil sur ton taux de clic de mois en mois, de regarder sur des périodes plus étalées, parce que parfois le risque aussi, c'est d'avoir une vision trop court-termiste en faisant que des analyses sur 7 jours. C'est important que tu regardes sur au moins 90, voire sur l'année, et que tu améliores ça. Un moyen de challenger ce que tu fais en miniature, c'est pourquoi pas de tester l'A/B test. Tu sais, tu peux uploader jusqu'à 3 miniatures. Et tu vas avoir un pourcentage de quelle est la miniature qui fonctionne le mieux. Mais si on parle du même taux de clic, 15%, c'est beaucoup. Très bien, oui, je vois ça aussi dans les commentaires. Merci pour vos réponses à toutes et tous. Et c'est vrai que ça a l'air pas mal. Bon, je me disais, c'est peut-être pas énorme, peut-être qu'il faut faire 30, 50, je sais pas. Écoute, moi, j'ai jamais vu de 15% pour l'instant. Voilà. Si, je peux même faire les imprimés écran. Mais je te fais confiance, je te fais sur parole, mais c'est. Bon, alors c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup pour les réponses. Je vois Heve, H-E-A-V-E, j'ai pas la suite du. Non. Ok, je crois qu'elle a quitté en voulant décrocher. Fred. Allô, non, excusez-moi. Pardon, c'est Even Cake. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ah ouais, on t'écoute. Merci beaucoup. Désolée, bonjour à tous. Merci Pierre et Zita en tout cas pour cette petite réunion. Alors moi, j'ai 3 petites questions, mais je vais faire rapide. Alors déjà, j'ai une question donc par rapport au format long et au short. Parce que pour le coup, maintenant qu'ils vont passer à 3 minutes, est-ce que, par exemple, moi, j'ai une communauté beaucoup plus short que longue vidéo. J'ai commencé les longues vidéos il y a 7 ans maintenant. Et au final, je me suis fait connaître avec les shorts. Donc, est-ce qu'il vaut mieux, sachant que mes vidéos longues peuvent aussi aller vers 3-4 minutes, est-ce qu'il vaut mieux que je fasse des formats longs ou est-ce qu'il faut que je reste sur les shorts de 3 minutes, par exemple? Alors, là, ça dépend de ta stratégie, parce qu'il va y avoir quand même un enjeu monétisation, je pense aussi. Ça dépend déjà ton contenu. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, la monétisation sur les contenus courts, elle n'est pas encore aussi intéressante que sur les formats longs. À noter que si tu fais des vidéos de 3-4 minutes en format long, tu n'auras pas forcément la possibilité de mettre ce qu'on appelle des mid-rolls qui peuvent être très intéressants d'un point de vue rémunération. Donc, ça va dépendre de ce que tu veux. Est-ce que à terme, tu te dis, je veux partir sur des formats beaucoup plus longs et donc tu fais un travail d'éducation en passant par du long, même si au début, ça met du temps, mais c'est le jeu en fait. Et après, tu as une audience qui est prête pour accueillir des formats beaucoup plus longs où tu peux placer des mid-rolls et où là, c'est intéressant d'un point de vue financier. Si l'objectif, c'est plutôt de visibilité, tu as déjà une communauté qui est là et tu te dis honnêtement, moi je suis short et je vais attendre que la rémunération devienne plus intéressante et je ne suis pas pressé, tu peux rester sur un format vertical, carré, sur l'inventaire shorts.
D'accord. Et du coup, j'en viens à ma deuxième question parce que c'est vrai que je fais pas beaucoup enfin, je fais plus beaucoup de longues vidéos parce que j'ai une communauté assez internationale, on va dire. Donc, des fois, je mets mes légendes en anglais, je parle même en anglais parce que selon mes analytiques, je crois que la France, c'est même pas en premier. Je crois que c'est les États-Unis et le Brésil où je suis le plus suivie, voilà. Ouais, Donc, ouais. du coup, c'est compliqué, même quand je veux faire des voix off. Ou quand voilà, je veux faire des longues vidéos où je vais parler en français, je me disais, est-ce qu'il y a un outil de traduction, par exemple, ou est-ce qu'il faudrait que je mette une légende traduite ou Alors, tu as des outils de dubbing qui permettent de rendre ta vidéo accessible dans différentes langues. Il faut que tu vois si tu as la fonctionnalité. Mais je pense que là, c'est plus déjà un point que tu dois faire toi d'un point de vue stratégie. Oui. À qui tu veux t'adresser et est-ce que ça va changer dans le temps? Oui, ben, c'est vrai que ça fait plusieurs années. Au final, j'ai essayé de travailler aussi en parlant français, etc. Donc, beaucoup de gens qui étaient étonnés que je parle français. Et du coup, j'ai beaucoup de commentaires en... Oui, voilà, je vois les commentaires, pardon, en même temps, je lis vos commentaires. Et oui, pour le coup, je sais plus trop ce que je dois faire. Donc, du coup, quand je fais mes shorts, je mets une musique et puis je parle pas, en fait. Parce que j'ose pas, j'arrive pas à me décider. Il faut oser, et si tu n'arrives pas à te décider, tu as un truc qui est super, c'est soit l'onglet communauté pour faire un sondage et demander. D'accord. Ouais, et en fait, tu peux mettre un autocollant. En fait, c'est une boîte à questions. Et tu peux vraiment à cœur ouvert, en mode, OK, là, j'ai besoin de réfléchir à l'orientation de ma chaîne. Qu'est-ce que tu me recommandes? Et tu demandes directement l'avis à l'utilisateur. Ouais, c'est super. Merci beaucoup. Et j'ai juste une dernière petite question. Je suis désolée. En fait, c'est pour le format long. Du coup, vu que ça fait un moment que j'y suis pas revenue, je suis souvent bloquée par les musiques aussi. Et du coup, à la base, avant, je prenais des musiques sur InShot, donc l'application où je pense qu'il y en a d'autres qui doivent faire leur montage vidéo dessus. Sauf que maintenant, je me fais bloquer aussi avec les musiques de InShot. Donc, je sais pas trop si vous avez un site de musique ou quelque chose, les autres à me conseiller. Ouais, il y a Epidemic Sound qui est recommandé, il revient régulièrement. Nous, la seule responsabilité qu'on a, c'est de faire ce que les labels nous disent. Donc, si les labels nous empêchent, on doit obéir, on n'a pas le choix. Oui, bien sûr. Tu peux aussi te baser sur les musiques disponibles dans le studio. Tu as des musiques qui sont disponibles. Oui, et même pour les longs formats? Oui, pour les longs formats, oui. Ah, d'accord, ok. Je vais aller chercher ça alors. Merci beaucoup, merci. Fred? Salut à tous, salut Pierre, salut Zita. J'ai deux questions. La première, c'est pour un peu tout le monde. Est-ce qu'il y aura un agenda avec toutes les prochaines visios pour qu'on puisse s'organiser en avance? Donc ça, c'est plutôt pour Zita la question. Merci pour ta question. On est en train de travailler sur le planning de cette semaine, la semaine prochaine. On vous tiendra au courant. Généralement, on vous envoie une invitation une semaine à l'avance. Mais il n'y a pas moyen de savoir pour tout le mois ou des choses comme ça pour éviter de prendre des rendez-vous, des choses? C'est un peu plus compliqué, mais on peut travailler dessus. C'est un bon feedback. Ça marche, c'est cool. Et après, j'ai une question pour moi. Est-ce que le nombre d'abonnés joue sur la mise en avant d'une vidéo? Je m'explique. J'ai 75 000 abonnés à peu près. Et j'aimerais savoir si le fait que ces abonnés-là, qui sont des vieux abonnés parce que j'ai commencé il y a 12 ans, étant donné qu'ils ne vont plus regarder mes vidéos maintenant, est-ce que ça joue négativement sur la mise en avant de mes vidéos? Non. En fait, vraiment, on juge à la vidéo et à la performance de la vidéo. Et c'est pour ça que tu as parfois même des créateurs qui, du jour au lendemain, explosent. C'est justement parce qu'on les a jugés à la réception de la vidéo en question. Si tu postes une vidéo et qu'elle plaît à des... Il y a deux choses. Déjà, quand elle va être postée, elle va être testée auprès de ces fameux 75 000 abonnés. Elle va être testée auprès d'une nouvelle audience. Et en fonction de la réponse de ces deux types d'audiences différents, il va y avoir un défilé d'autres suggestions plus ou moins ciblées sur ton audience de cœur ou sur une nouvelle audience. Donc, ça va pas du tout t'impacter négativement. Il faut que tu fasses une vidéo qui plaise de manière générale aux personnes qui la verront. Et si ça plaît, ce sera poussé, ce sera boosté, peu importe ton nombre d'abonnés. Ok, ça marche. Et juste une petite question, moi j'explique des morceaux pour apprendre des morceaux de musique. Donc il y a des morceaux où la langue est en anglais, que je mets la voix du chanteur dessus. Est-ce que je dois la référencer en anglais en termes... Bon les amis, malheureusement je vais devoir mettre fin à cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. Il faut que j'aille travailler à l'usine. Donc sur ce les amis, je vous dis donc à plus dans le bus ou plutôt à plus tard dans le car ou plutôt à bientôt dans le bateau.